Vous êtes sur les ondes de Radio Poker qui vous est présenté en collaboration avec princepoker.com. Voici votre animateur, Fred Forget. Salut tout le monde et bienvenue à la première émission de Radio Poker, enfin sur le web, et je suis très heureux. En fait, j'ai été stressé une bonne partie de la journée parce que c'est tout nouveau pour moi, j'ai aucune expérience à radio. Excusez-moi. Mais je tenais quand même à réaliser ce projet-là. Et finalement, c'est aujourd'hui que ça se passe. Et je suis content d'être en ligne avec vous. On va passer la prochaine heure à discuter poker ensemble. Et je vais vous expliquer un peu aussi à quoi concerne l'émission, à quoi va être structurée l'émission. Mais avant tout, je vais vous parler un peu de moi, parce qu'il y en a d'entre vous certains d'entre vous qui me connaissent pas. C'est qui ce Fred Forget? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ce gars-là? Il joue au poker, il fait juste en parler. Eh bien, écoutez, au niveau poker, ça fait presque 11 ans que je joue. En fait, j'ai commencé juste avant le Chris Moneymaker Mania. Et j'ai été initié pour la première fois avec des amis au travail. Il y en avait qui jouaient déjà au poker. Et ils m'ont dit, Fred, tu connais tout ça le poker? On cherche des joueurs. Ça te tente-tu? J'avais zéro connaissance, honnêtement. Je savais même pas à quoi m'en tenir. J'avais aucune idée c'était quoi les termes de jeu et tout ça. Mais ils m'ont quand même initié au jeu et j'ai adoré ça. On a joué pendant un certain nombre de mois ensemble, pas de façon régulière, mais c'était toujours agréable de se retrouver entre amis puis de se faire des petites soirées de poker. Jusqu'au jour où, à un moment donné, je me suis rendu compte, par pur hasard, qu'il y avait une ligue près de chez moi qui organisait régulièrement des tournois et j'avais envie de tester mes connaissances au jeu et je voulais savoir où je pouvais me situer avec des gens que je connaissais pas du tout. Parce que là, quand on joue avec des amis, c'est le fun, mais à un moment donné, on apprend à se connaître et on sait un peu à quoi s'attendre quand les joueurs qu'on voit sont tout le temps devant nous autres à chaque semaine, puis bon. Alors, je me suis présenté, je me suis pointé là la première fois. Je me rappellerai tout le temps, c'est le 2 septembre 2005. Je me pointe à l'endroit où ils organisent des tournois. On est 32 joueurs exactement. Je suis hyper nerveux parce que les règlements en tant que tels, les règlements de tournois, de ligue, je les connaissais pas nécessairement tous. Et j'étais relativement nerveux, je savais pas trop où m'en aller. Mais par contre, j'étais confiant que j'allais jouer quand même une bonne game. Si je m'en tenais juste à ce que j'ai appris, ben là, il était le temps d'appliquer ces notions-là et de voir jusqu'où ça allait me porter durant le tournoi. Heureusement, je suis arrivé deuxième. Quand je dis heureusement, je suis arrivé deuxième sur 32 joueurs. Je vais être honnête avec vous autres, là, j'étais un peu en tabaslac parce que j'avais perdu, parce que je me suis dit, c'est pas vrai, comment ça se fait que il y a 30 joueurs que j'ai pu éliminer, puis il y en a un qui m'a empêché d'aller jusqu'au bout. Fait que je suis sorti de là un peu fru. Mais d'un autre côté, j'étais super content d'avoir fini deuxième parce que ça m'a appris tellement de choses. D'un, me retrouver heads up après avoir joué aussi longtemps dans un tournoi, c'était la première fois. Et je vais vous dire honnêtement, ce moment-là, quand je me suis retrouvé heads up par rapport à aujourd'hui, le Fred des deux époques est complètement différent. Mais j'ai appris énormément et ça m'a permis de dire, bon, OK, Fred, je pense que le poker, c'est le fun. Alors, j'ai décidé de travailler un peu plus fort sur la game. Et d'ailleurs, je vais juste faire un petit parallèle, une petite parenthèse là, par rapport à ça. C'est que moi, quand j'étais jeune, j'étais un joueur d'échecs. Quand j'étais jeune, là, je dis quand j'avais 8, 9, 10 ans, 11 ans, j'aimais beaucoup jouer aux échecs. Et j'avais déjà remporté un tournoi à ce moment-là, quand j'étais jeune, un tournoi régional provincial et pour mon groupe d'âge. Et le poker me fait penser énormément aux échecs. C'est sûr que l'échec, tu peux pas faire, à part une erreur de calcul puis de stratégie, là, mais je veux dire, tu peux pas être badlocké par la chance extérieure. Je veux dire, c'est les pions qui sont sur la table puis tu t'arranges avec. Mais j'ai trouvé beaucoup de similitudes avec le poker et l'échec. Alors, j'ai accroché tout de suite au poker. Et depuis ce temps-là, j'ai joué énormément de tournois. J'ai fait en fait quelques ligues dans la province.
Je me considère comme, je dirais, un joueur semi-professionnel, parce qu'un semi-professionnel, c'est un joueur qui fait de l'argent avec le poker, mais qui n'en fait pas assez pour vivre. Alors, je me considère comme un joueur semi-professionnel. Si je calcule ce que j'ai dépensé versus ce que j'ai gagné, j'en ai gagné pas mal plus que j'en ai perdu. Alors, je me donne une petite tape dans le dos et j'espère que ça va continuer ainsi. Donc, on ferme la parenthèse et là, on parle de l'émission. À quoi qu'on va parler dans l'émission? On va parler poker, bien évidemment. Et l'émission va se faire en fait en 3 types de volets. Ce que je vais faire, c'est que au début de l'émission, je vais parler un peu de ce qui se passe au niveau des tournois dans la province. Et puis je vais vous dire honnêtement, cette semaine, j'ai fait un petit exercice, OK? J'ai pris tous les tournois que je connaissais ou que j'avais pris connaissance. J'ai marqué toutes les journées de la semaine dans lesquelles ces ligues-là organisaient des tournois. Puis honnêtement, là, je suis vraiment surpris. Je suis surpris parce que j'en ai quand même pas pire, j'ai une petite liste, mais je sais qu'il m'en manque énormément. Mais ça, je vais vous en parler tout à l'heure. Ça, c'est le premier volet. Je vais parler un peu de ce qui se passe dans la province, puis des gros highlights. Parce que là, il y a eu des gros tournois dernièrement qui se sont faits. Il y a eu le Caribbean à Saint-Martin qui a été fait dernièrement. Il y a eu aussi l'événement WPT au Playground. Il y a eu l'événement WSOP au Lac-Lemay. Alors, et ces genres d'événements-là, moi, je vais faire un petit recap, un petit résumé de ça. Dans la deuxième portion, je vais plus me concentrer sur des ligues en question, soit par des entrevues ou par des capsules. Je vais parler de ce qui se passe au Québec. Parce qu'au Québec, on le sait, je pense que je ne connais pas personne dans la province qui ne connaît pas au moins une personne qui tripe poker ou qui joue au poker. Donc, ça veut dire que le poker est en santé au Québec. Il y a énormément d'effervescence. Il y a beaucoup, beaucoup d'actions qui se passent à ce niveau-là. Et moi, je vais me concentrer dans la deuxième partie de l'émission à vous parler soit d'une ligue en particulier ou d'un événement en particulier. Question de promouvoir les activités qui se passent dans la province. Et comme dernier bloc, ben là, je vais faire un peu de poker 101. Donc, je vais vous parler de technicalité, de sujets un peu plus pointilleux qui parlent directement du jeu. À tous les niveaux. Ça peut être soit des aspects techniques, mais des aspects aussi psychologiques de la game. Alors, on va regarder ça ensemble. Fait que ça ressemble un peu à ça, Radio Poker. Et c'est sûr que là, présentement, c'est ma première émission. J'ai pas d'expérience en radiophonie, mais par contre, je sais qu'éventuellement, il va y avoir d'autres petites choses qui vont se rajouter, dont entre autres la possibilité de vous parler live à la radio et pouvoir échanger directement avec vous autres. Ça, j'ai bien hâte de faire ça. Ce ne sera pas pour tout de suite, mais je travaille là-dessus. Donc, c'est pas mal ça. Là, je vais vous parler, là, avant d'aller à la pause, parce que ça passe déjà vite, mais je vais vous parler de toutes les ligues. En fait, là j'ai une liste de ligues, OK? Je sais que je ne les connais pas toutes les ligues et je sais qu'il y a des ligues qui se passent, qui existent depuis longtemps ou qui ont commencé tout récemment, qui ont des activités qui sont actifs actuellement. Si jamais vous connaissez des ligues que je nommerai pas, mais que vous savez qu'ils existent, vous pouvez à ce moment-là m'écrire. Il y a plusieurs façons de me rejoindre. Vous pouvez m'écrire sur Facebook parce que Radio Poker a un groupe Facebook. Alors, si vous voulez vous brancher sur Facebook, allez-y. Faites une demande d'application sur le groupe, puis moi, je vais vous accepter à ce moment-là automatiquement. Il y a la possibilité de m'écrire via courriel à radiopoker@live.ca. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez me faire des commentaires sur l'émission si vous avez aimé ça, si vous avez détesté aussi, en autant que c'est constructif. Moi, les commentaires constructifs, j'adore ça. Ça permet de s'avancer, de s'améliorer. Parce qu'il ne faut pas oublier que moi, je fais cette émission-là parce que je trippe comme un malade poker, mais je le fais aussi pour vous, parce que l'émission, c'est vous autres qui l'écoutez. Et moi, je ne suis que le messager du contenu. Alors, donc, vous pouvez me rejoindre par radiopoker@live.ca. Vous pouvez aussi, d'ailleurs, je tiens à remercier, avant de continuer, j'aimerais remercier princepoker.com qui ont eu la gentillesse de me donner un peu de visibilité et de parler un peu de l'émission qui s'en venait aujourd'hui. Alors, je vous dis un grand merci de ce coup de pouce-là. Et il y a un article qui a été écrit sur le site aujourd'hui. Et vous pouvez aussi faire des commentaires via le forum de princepoker.com et nous faire part de vos états d'âme à propos de l'émission. Alors, je vais parler des ligues
très brièvement et je vais parler aussi des journées qu'ils organisent. Là, je ne pourrais pas vous dire les heures et ça coûte combien, tout ça, parce que là, il y aurait trop d'informations puis ça finirait plus. Mais je vais vous dire, parce que honnêtement, là, il y a, puis dans le groupe Facebook, il y a du monde qui vient de pas mal partout à travers la province de Québec. Comme par exemple, je vais vous parler de Poker Abitibi, qui est une ligue qui est située à Rouyn-Noranda. À Rouyn-Noranda, eux autres, ils ont une ligue de poker les lundis soirs. Et ça s'organise assidûment. Je pense que ça a l'air à bien aller de ce côté-là. Il y a aussi à Val-d'Or, il y a le Val-d'Or Poker Club, qui eux organise des tournois les lundis, les vendredis et les dimanches. Il y a le Poker Arena à Repentigny, qui lui organise cette ligue-là, là, c'est malade. Il organise des tournois à tous les jours, et c'est pas un tournoi par jour, c'est 4 tournois par jour, à partir d'1h30 l'après-midi, et le dernier tournoi est à 9h15 le soir. Donc, à tous les jours, Poker Arena de Repentigny. Il y a aussi la Drummond Poker de Drummondville, qui eux organise des tournois les lundis, les mercredis et les jeudis, sans oublier d'ailleurs les dimanches. Il y a le Poker de Terrebonne qui au Sieur, je ne me trompe pas, qui eux autres organisent des tournois les mardis, les mercredis. Il y a le Liverpool de Saint-Jérôme qui organise des tournois les mardis et les jeudis. Il y a les As du Texas à Trois-Rivières qui organisent des tournois les mercredis, jeudis, vendredis et samedis. Il y a le Crystal Poker Club de Trois-Rivières aussi, qui organise des tournois les mercredis soirs. Il y a le Poker Saint-Eustache qui en fait les jeudis. Il y a le Tox de Saint-Hyacinthe, qui eux organisent des tournois le vendredi et le dimanche. Il y a le Spot Billard de Rimouski qui organise des tournois aussi les vendredis et les dimanches. Il y a le Poker de Sainte-Foy qui organise des tournois les lundis, mardis, mercredis et samedis. Il y a le Poker Plaisir, ça c'est à Québec. Vous savez, le Québec, c'est dans le centre, le Plaza, Laval, je ne me trompe pas. Eux, ils organisent des tournois à tous les jours, à tous les soirs, je pense, à partir de 9h15, 9h30. Il y a le Poker de Saint-Jérôme qui organise aussi des tournois les dimanches. Et là, je sais qu'il y en a d'autres qui existent au Québec. Alors, vous êtes mes yeux et mes oreilles. Si jamais vous en entendez parler et vous aimeriez qu'on en parle, écrivez-moi. Et moi, à ce moment-là, je les ajouterai sur ma liste de ligue. Puis éventuellement, là, je vous ai donné des informations de base, mais éventuellement, vous allez avoir un peu plus de détails, un peu plus de viande après le nonos pour savoir, OK, oui, c'est bon avoir des tournois, mais c'est à quelle heure, ça coûte combien, et tout ça. Puis je vais travailler là-dessus, là. Probablement que je vais en parler en ondes, ou sinon, je le mettrai sur, si vous avez Facebook, je le mettrai sur le groupe Facebook comme fichier et vous pourrez y avoir accès. Donc, c'est pas mal tout pour ce qui est des tournois que je connais, en fait, là, qui organisent des choses. Là-dessus, on va faire une petite pause musicale et au retour, je vais vous parler d'une entrevue que j'ai fait un peu plus tôt aujourd'hui avec des organisateurs de tournois dans le coin de Saint-Hyacinthe. Cette émission vous est présentée en collaboration avec princepoker.com. Le poker, c'est plus que de la chance. Et oui, c'est plus que de la chance et nous sommes de retour à Radio Poker sur le web. Écoutez, j'ai fait un peu plus tôt aujourd'hui une entrevue avec deux chic types qui sont Robin Millette et Ross Hislop, qui sont deux organisateurs de tournois dans la région de Saint-Hyacinthe. Et j'ai fait une entrevue juste un peu avant l'émission et j'ai trouvé très intéressant ce qu'ils ont à dire et je pense que ça vaut la peine. Si vous êtes dans la région, dans la grande région, là, disons de Montréal, Drummondville, dans ce coin-là, entre les deux, là, et que vous ne connaissez pas encore cette ligue-là, ça vaut la peine de se déplacer parce que d'un, c'est super bien organisé et de deux, c'est très chaleureux puis c'est une bonne place aussi. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire écouter l'entrevue qui s'est faite un peu plus tôt. Vous écoutez Radio Poker. Alors, je suis en entrevue avec Robin Millette et Ross Hislop. Salut les boys. Salut Fred, ça va bien? Comment ça va? Ça va bien vous autres? Oui, ça va super bien. Alors, vous êtes deux des organisateurs de la Ligue de poker RDR à Saint-Hyacinthe. Ouais. Et il y a une troisième personne qui est avec vous autres habituellement, c'est Daniel Héroux, c'est ça. Y a-tu quelqu'un d'autre qui est... Non, vous êtes juste les trois, hein? Trois. OK. C'est Robin, Daniel, Ross. OK. RDR, ben oui, ça fit. Puis anciennement, Daniel était quelqu'un d'autre, d'ailleurs, parce que quand on a commencé RDR, c'était pas Daniel, c'était un de mes amis, Dave, mais Dave n'a pas pu continuer avec nous, donc... Notre choix s'est arrêté sur Daniel parce que ça prenait un dé.
c'était Dave. Ouais, t'avais pas le choix, c'est Là, ça. c'était Daniel. Il était chanceux dans sa malchance, finalement, de s'appeler Daniel. OK. Ça, puis en fait, c'est un chic type. OK, bon, c'est parfait, C'est pour ça. ça, les trois cartes, dans le fond, roi, dame, roi, ça fait allusion à nos noms. Hey, c'est marketing. Hey, c'était C'est correct. fort. Mais dites-moi, la Ligue, elle existe depuis combien de temps? Ça va faire, on a fait 2 années à Brouette, puis c'est notre 3e année à À Cage. Cage. Là, on commence notre 4e année à Cage, ça fait À Cage au ça fait Sport. 5 ans. OK. Et quand vous aviez commencé, il y avait déjà un intérêt fort là, pour la Ligue. Oui, c'est ça. Mais nous autres, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que c'était comme la fin de la LTPQ. Ouais. Puis on se trouvait à plus avoir de poker un petit peu partout. Il y avait le Corridors à Saint-Hyacinthe qui venait aussi de fermer parce que les gars avaient déménagé. Ouais. Ça fait la demande était là. Ça fait, OK. Fait que vous êtes lancé dans On s'est l'aventure. lancé là-dedans, mais au début, on était Combien de joueurs? 20, 25. Ouais. Après ça, on a tombé à 30, 40. Puis à cette place, C'est ça. on Puis à sentait Brouette, que à ça Brouette, on diminuait. était pas mal à côté. Ça fait... On sentait que ça diminuait. Les gens venaient moins un petit peu parce qu'on avait moins de place. Ouais. On voyait, on le sentait. Ouais. Puis on se le faisait dire. Puis là, ben, on a demandé. À un moment donné, on a été jouer au poker. C'est quoi le tournoi de Masco Open? Ok, le Masque Open, ouais. Puis on avait vu Dave, Dave Ayerjon, qui était le propriétaire Un des de la cage, un des actionnaires de la cage au sport. OK. Puis il a vu comment que ça se déroulait, les pokers, et puis il croyait pas que c'était aussi plaisant que ça. OK. Ça Il y a eu une belle surprise. Ouais, il y a eu une belle surprise. Puis ça nous a ouvert une porte pour... C'est lui-même qui vous a suggéré de dire, hey, non, si vous voulez c'est faire une Robin ligue. qui a par apporté ça, ami, je sais pas. dans le fond, c'est Joël Bérard qui m'a présenté tout ça. J'ai dit qu'on organise des tournois. Ah, il dit comme ça serait le fun à faire ça à cage, tout ça. Il dit comme ça. Ça fait, il m'a ouvert la porte. Ça fait, je pense, 2-3 semaines après, je le rencontrais. Puis OK. on a négocié notre entrée à cage au sport. Puis c'était le fun parce que Ben, c'est là qu'on a grossi. On n'est pas loin de... Les tournois, on n'est pas le grand 90% à chaque tournoi. Ça fait... Quand même, hein. Puis ça s'est rendu là assez rapidement, Ben, d'ailleurs. le premier tournoi, je pense qu'on était à 45. Puis après ça montait à 60, le deuxième tournoi. Puis après ça n'a jamais Après ça, arrêté de monter jusqu'à... c'est de bouche à jusqu'à oreille maintenant. aussi. Puis qu'est-ce qui est arrivé aussi, ben, il y a gros des places qui ont fermé. Comme moi, j'allais jouer à Rougemont, j'allais jouer à Drummondville, j'allais jouer Marieville. à Marieville, j'allais jouer au Diable. Puis c'est toutes des places qu'ils ont arrêté d'en faire un peu. Ça fait, veux pas, de bouche à oreille. Tout le monde en parlait. Puis on est une ligne bien amicale. Puis le monde aime bien ça. Puis c'est un prix assez Raisonnable. assez raisonnable, c'est ça. Oui, puis c'est vrai, puis j'ai fait d'ailleurs une coupe de tournois, j'aime toujours ça y aller, quand je peux, parce que moi je me lève extrêmement de bonne heure le matin, parce que ça finit tard quand même vos tournois, là. Il faut être attelé pour veiller tard là, quand on va là, mais c'est quand même toujours agréable. Qu'est-ce qui vous a... Ben là, nous autres, ça fait longtemps, moi et Robin, on se connaît un petit peu. Ross aussi, on s'est connus après. Ça fait combien de temps que vous jouez, vous autres, au poker? Moi, j'ai commencé dans les années 2000. J'ai commencé un petit peu au Corridors à Saint-Hyacinthe, puis à Salériot à Drummond. OK. C'est-tu avant ou après l'événement Moneymaker, Chris Moneymaker Mania? Un petit peu avant. Un petit peu avant. Un petit peu avant, c'est ça. Puis toi, Russ? Ah ben moi, j'ai commencé à peu près, je te dirais, 6 mois avant que... Ben, j'ai été chez Robin une fois. Robin, il faisait des pokers chez eux. Ouais. Puis OK. moi, je commençais à travailler chez Transcontinental. Puis, Robin commençait à faire des pokers. J'étais faire un tour. Je trouvais ça super le fun. Fait que j'ai décidé sur mon bord d'essayer d'en faire pour, justement, jouer au poker. Puis ça me tentait pas d'aller loin. Puis ça me tentait de, justement, avoir du bon monde. Puis à un moment donné, Robin, lui, en faisait. Il est chez eux. Puis tout. Puis ben, à un moment donné... à shop, un moment donné, il vient me voir, il dit Ross, il dit, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il me dit on commence une ligue de poker. Fait que je dis OK. Cool. Parce que j'ai commencé à faire l'organisation dans le fond, parce qu'il y a gros des places qu'ils en faisaient, puis ça a fermé tout ça. Là, j'ai commencé à en faire chez nous, mais à un moment donné, tu peux pas recevoir tout le temps 20, 25, 30 personnes chez vous. Je faisais ça dans mon garage. Fait que t'avais un beau problème devant toi, Ouais, c'est finalement. ça fait là, je voyais que le monde embarquait, puis Puis- à force de jouer, mais tu crées le...
Mais les gens qui vont jouer à votre ligue aussi, là, ils viennent d'un peu partout. Là, c'est pas Ouais, juste c'est du monde ça. de Saint-Hyacinthe. Non, là. non, mais en premier, ça a commencé parce que c'était du monde avec qui je travaille, dans le fond, chez Imprimerie Transcontinentale. On était 20-25. Là, il en reste 4-5 qui viennent de l'imprimerie. C'est une rotation pareille. Là. Mais on a tout pogné, tout le monde. Là. Toutes les places que je fais, Marieville, Rougemont, Granby, Longueuil. Des amis. C'est On ça, a une personne qui vient... Bernard, un ami d'un autre ami d'ailleurs, il vient de Vancouver. Il descend 2 fois par année ou 3 fois par année, il mais il vient jouer. tournoi, Quand il vient dans le coin, il vient jouer. Magog, Rock, Ouais. Rock il vient de Magog. Il adore ça, nos tournois. Drummondville, Montréal. Et la formule, c'est quoi exactement la formule de votre ligue? Comment ça fonctionne? Dans le fond, sur le buy-in, on prend 5$ qui s'accumulent de tournoi en tournoi. Quand on a commencé, on faisait 10 tournois par année, un par mois, sauf les mois d'été. Après ça, j'ai dit, on va en faire 12, mais on va sauter les mois d'été. Puis là, l'année passée, on a fait 17 tournois, un par mois de juin, un par mois de juillet. Puis là, cette année, on va en faire 21. On a monté le buy-in un petit peu. Cette année, tu parles de 2014, de ce qui s'en vient? 2014, OK. c'est ça. Les tournois, ils étaient à 35$. On les met à 40$ dans le fond. Mais c'est encore la même formule. Il y a 5$ qui se mettent de côté pour la bourse cumulative. Puis il y a 30$ qui vont dans la bourse. Puis 5$ pour les frais de la ligue, les tables, tout ça. Ouais. Et quand tu dis la bourse de la ligue, donc c'est une finale à la fin de la saison. Oui, c'est ça. Il y a tout le temps une finale. C'est le 5$ qui se cumule de tournois. Si on est, mettons, 100, il y a 500$ qui se cumulent pour la finale. Et comment on peut se qualifier pour la finale? Sur les 21 tournois, ou sur les 14 ou les 17 tournois, il fallait tout le temps en jouer 2. Cette année, vu qu'on avait un petit peu plus, on en fait 5. On a resté ça à 5 encore. Mais cette année, on a modifié un petit peu. C'est que aussitôt que tu as fait 5 tournois, ben le 6e va te donner 500 jetons de plus pour la finale. Okay. Ça fait 2 fois en fois. Puis ça fait des bourses énormes parce que cette année, on a cumulé 445$. Fait que ça va être une belle finale. Ouais, c'est payant, Puis il y a combien de joueurs là, qui vont jouer à la finale là, c'est pour 2013? 119, puis il y en a tout le temps 10% qui se présentent pas. Cette année, on devrait être 100. Ça veut dire qu'il y a 3000$ qui vont se rajouter aux 5000 quelque chose. Il y a déjà 2000 qui est parti pour le free roll. Il va y avoir une bourse à peu près de 8000$ Wow. pour 35$. C'est, Quand même. Et là, vu qu'on est là, on parle juste entre nous autres, là, avez-vous des primeurs à m'annoncer ou à annoncer aux auditeurs pour ce qui s'en vient de 2014? Là, tu as parlé, dans le fond, au niveau des tournois, il va y avoir plus de tournois, 21 tournois qui vont jouer au lieu de 17. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent ou ce qui est en pour parler? Si vous pouvez m'en parler, bien évidemment. Ben, il va y avoir des tournois spéciaux aussi. C'est qu'on veut faire des tournois Win the Button. On veut faire des tournois, peut-être un tournoi Heads Up aussi. Puis, mais ça, c'est tout le temps pour parler. Là. C'est quand même des projets intéressants. En négociation. OK. Good. Et vous avez toujours l'intention de rester à Cage? Je vous dis, le partnership est bon là-bas. Oui, c'est ça. C'est un beau partage, dans le fond. Puis, est-ce que vous aviez rénové? Y a-t-il une salle qui a été rénovée pour le... Oui, c'est ça. Il y avait une... Vas-y, Ross. Il y a une salle qui, eux, ils ont rénové, en fait, que anciennement... il y avait des machines à boules pour les enfants ici et ça. Puis finalement, ils ont changé ça pour une salle à manger. Nous, on avait fait de la demande pour rentrer nos tables dans cette salle qui était correcte. Puis là, on voyait que pour nous donner moins d'ouvrage, en fait, Robin a trouvé une façon génieuse et géniale d'être capable de placer nos tables puis qu'ils soient toujours placés dans le fond. On a trouvé un endroit à Montréal qui vendait des dessus de tables de poker, qui faisait comme des tables de cuisine. Mm-hmm. Puis, avec ça, il y a 6 tables qu'on n'a plus jamais été obligé de les sortir puis les rentrer, les serrer, d'ailleurs. Puis, ils sont assez beaux pour que la cage s'en serve, s'en utilise. OK. Ah, parfait, ça. Fait qu'au niveau de l'entreposage, c'est toujours un problème, l'entreposage de table, là. Quand t'en as plus que 2. On a investi là-dessus. Ça a coûté une pièce ou 2, mais regarde, ça va. Ça vaut la peine, c'est ça? C'est ça. C'est Home Depot, pas Home Depot, mais Game Room Depot à Montréal. Ça. OK. Il y avait une liquidation sur les dessus de table de même, puis on s'est gâtés. On a payé, ça a été un gros investissement pareil. Là. Genre d'idée de la part de Robin, d'ailleurs. Ouais, mais c'est les idées les plus folles qui sont toujours les meilleures. Ouais, c'est ça. Puis, la cage en embarqué là-dedans, c'est parfait. Puis, ça fait comme une genre de poker room à cage au sport, mais
c'est des dessus de table. Dans le fond, nos tables sont montées, mais c'est le dessus de table et par-dessus. On se sent apprécié. Pour manger. Ouais. On se sent apprécié pour plein de raisons. La première raison, fallait que on choisit les dates en rapport avec contraire du hockey. Il fallait pas que ce soit un mercredi qu'il y avait du hockey. La première saison. La deuxième saison, on a pu checker les matchs. C'était fini. On avait le droit, on avait la carte blanche. Les dates, c'est quand qu'on voulait. OK. Je veux dire, c'est quand qu'on voulait. Nous autres, c'est souvent le mercredi. Ouais. C'est encore souvent le mercredi. C'est là maintenant, c'est 2 fois par mois. Donc, c'est les mercredis par mois. Mais qu'il y ait du hockey, qu'il y ait du UFC, qu'il y ait n'importe quoi, nous autres, on joue. Et là, vous avez, justement, tu m'ouvres la porte sur le deuxième tournoi parce que là, vous avez commencé à faire des tournois Deep Stack les samedis. Mais c'est toujours le samedi? Les Deep Stacks, ça va être pas c'est mal. un tournoi par. Là, on en a fait un par mois, mais ça va être des tournois spéciaux, mettons. Comme là, le prochain, ça va être le 8 février. C'est un tournoi à 110 $. Ça comprend le souper, une consommation, puis il y a 95 $ qui va dans la bourse. On a déjà nos gagnants de notre tournoi Free Roll, mais ils ont gagné 21 entrées à ce tournoi-là. Il y a déjà 21 personnes, puis d'habitude, on est une quarantaine. Ça fait. Alors, les gens qui veulent avoir plus d'informations sur les tournois qui sont organisés par la Ligue de poker RDR, bien, il y a un site Internet qui est www.liguepokerrdr.com. Tout est là. Oui. Toutes les informations sur les dates des tournois, les qualifications, comment ça fonctionne et tout ça. Et la promotion d'ailleurs des prochains tournois, le Deep Stack, qui ont déjà commencé à avoir lieu. Donc écoutez, pour ceux qui aimeraient jouer ou se présenter, le prochain tournoi, c'est le tournoi de la prochaine saison, ça va être le 15 janvier, le mercredi 15 janvier. Le 15 janvier, c'est à la cage au sport de Saint-Hyacinthe au 3200 Cusson à Saint-Hyacinthe. Donc les boys, c'est déjà tout. 7 heures, c'est vrai. À 7 heures, il faut arriver avant parce que ça commence strictement à 7 heures. OK. Donc, les buy-ins sont 40 $, inscription à partir de 18 heures. Vous pouvez aussi vous inscrire ou confirmer votre présence via Facebook si vous avez, parce que vous avez un groupe Facebook. Ouais, Facebook, on a un site internet sur le site internet, puis on envoie des emails à tous nos membres aussi. Bon. Ben, merci beaucoup, messieurs, de votre présence. Je vous souhaite bonne chance pour votre tournoi et bon poker. Merci beaucoup. Salut. Alors, c'était l'entrevue que j'avais fait un peu plus tôt dans la journée. Alors, merci encore à Robin et Ross de se déplacer pour promouvoir un peu votre ligue. Et c'est quelque chose que je vais essayer de faire aussi assidûment. Donc, s'il y a des gens qui seraient intéressés, moi, c'est sûr que je vais probablement contacter certaines personnes qui utilisent des tournois de façon régulière, quotidienne, et parler un peu de votre ligue, parce que je pense que c'est important qu'on donne une vitrine à tous les ligues, en tout cas la majorité, le plus de ligues possible dans la province, pour que tout le monde puisse en bénéficier. Parce que c'est ça qui était dur. C'est ça. Moi, c'est un problème que j'avais quand je commençais à jouer au poker, c'est que je restais à telle région, mais j'avais aucune idée quel genre d'activité qui se passait dans mon coin. Et là, j'ai fallu que je fasse des recherches, parler à un tel, parler à un autre tel. Ah ouais, il va y avoir un tel, il y a peut-être quelque chose, puis nanana. Et des fois, c'était un peu compliqué. Donc, Radio Poker, là, ben là, ça vous donne la chance de savoir ce qui se passe dans votre région, puis vous seriez peut-être surpris d'entendre parler qu'il y a peut-être une activité quelque part qui se passe près de chez vous et que vous ne le saviez même pas. Vous écoutez Radio Poker. Et je reviens en ondes pour un dernier stretch avant la fin de l'émission, et là, je vais vous parler d'un sujet important. Ça concerne entre autres les joueurs qui aimeraient ça s'investir plus sérieusement au poker. Et si vous voulez le faire, donc investir quand même de l'argent pour essayer d'en faire, il vous faut la base. Et qu'est-ce que j'entends par la base? Eh bien, j'entends parler du bankroll ou, si vous préférez, le fonds de roulement. Et c'est ce qui va vous permettre, sur le long terme, de pouvoir gérer vos performances. En fait, un bankroll ou un fonds de roulement, c'est comme un fonds monétaire là, qui sert à payer tous les prix d'entrée, soit de vos sessions de cash game ou de vos tournois de poker. Et ça vous permet de disposer d'assez d'argent pour jouer au poker sur le long terme. Puis quand je dis long terme, là, j'en parle pas comme si c'était genre pour 2, 3, 4 tournois ou 2, 3, 4 sessions de cash game. Là.
Là, on parle, quand je dis le long terme, je parle pour des semaines et des mois. Parce que vous savez, comme moi, il y a des fois qu'on peut être chanceux, mais il y a des fois qu'on peut être malchanceux ou être dans une mauvaise passe. Et honnêtement, les mauvaises passes, des fois, peuvent être excessivement longues. Parlez-en à Gus Hansen, à Full Tilt Poker, à combien qui est rendu de millions perdus. Ben, lui, bon, c'est sûr qu'il n'y a pas le même fond de roulement que la majorité d'entre nous, mais ça peut vous donner un exemple des mauvaises passes qu'on peut connaître. Et pour un bankroll, vous pouvez avoir un bankroll de base. Ce que je vais vous donner comme information, c'est juste à titre de référence. C'est pas la vérité absolue, c'est pas exactement ça que vous devez faire, mais c'est juste pour vous donner un peu les barèmes qui vont vous permettre un peu de comprendre la structure d'un bankroll et comment la gérer. Quand vous jouez à des sessions de cash game, quand vous jouez à des tournois ou quand vous faites des sit and go, dans les trois situations, la gestion du bankroll est la même, mais la nécessité que vous avez de besoin dans votre fonds de roulement diffère l'un et l'autre. Pourquoi? Parce qu'un tournoi, par exemple, un tournoi, on le sait, les probabilités de gain dans un tournoi sont moins élevées que si vous jouez dans un tournoi sit and go, qui est un tournoi seulement à 10 joueurs, et d'un cash game. Parce qu'un cash game, t'en fais à chaque main, tu peux en faire ou tu peux en perdre aussi rapidement, mais il y a une capacité d'en faire beaucoup plus rapidement sur le cash game que sur le tournoi. Donc, en gros, si, exemple, vous jouez du cash game, il y en a qui ne jurent que par ça. Alors, si vous êtes d'habitude à faire du cash game et que vous aimeriez vous investir dans ce type de jeu-là, sachez que le fonds de roulement doit équivaloir environ à 20 fois le montant que vous mettez régulièrement ou en moyenne dans une session de cash game. Ce que je veux dire par là, c'est que si, par exemple, je sais que des cash games populaires, c'est, mettons, 100, 200, et vous mettez toujours le maximum, soit 200 par session de cash game, bien, pour être capable de jouer et d'amortir toutes les up and down de vos sessions de tournoi sur le long terme, vous devriez, à ce moment-là, avoir environ 4000 $ en bankroll, derrière la cravate. Si vous faites des tournois, pas des tournois, mais des sit and go, donc des petits tournois à 10 joueurs, il y en a qui adorent faire ces tournois-là parce que d'un, il n'y a pas beaucoup de joueurs, donc c'est juste une table. C'est très populaire en ligne, entre autres. Mais il y en a aussi qui prennent plaisir à en faire aussi live. Ben, à ce moment-là, au lieu d'être 20 fois le montant de votre buy-in, je dirais moyen, ben c'est 40 fois le montant de votre buy-in moyen. Ce qui veut dire que si vous faites, disons, en moyenne des sit and go qui vous coûtent 40 $, vous devriez avoir en fonds de roulement 1600 $ derrière la cravate. Si vous êtes habitué de faire des sit and go un peu plus chers, donc disons 150 $, ben à ce moment-là, vous devriez avoir comme fonds de roulement environ 6000 $ derrière la cravate. Si vous faites des tournois, peu importe le nombre de joueurs, tant que c'est plus que 2 tables, ça peut être des tournois à 20, 30, 40, à 500, à 2500 ou à 7000 comme il peut avoir au main event WSOP à Las Vegas, ben vous devriez avoir un montant beaucoup plus important comme fonds de roulement et ça équivaut environ à 75 fois le montant que vous dépensez pour un tournoi. Donc, on prend encore le même exemple d'un tournoi, disons, à 40 $, bien, si vous faites un 40 $ de tournoi en moyenne, bien, vous devriez avoir à ce moment-là environ 3000 $ en fonds de roulement. Si vous faites des tournois qui sont un peu plus chers, comme exemple des tournois à 150 $, bien, vous devriez avoir à ce moment-là comme fonds de roulement environ 11 250. Ça semble gros un peu comme chiffre. Puis je sais que c'est pas évident pour la majorité d'entre vous d'avoir ce montant-là juste pour payer des tournois. Puis c'est correct, dans le fond. Puis vous savez, mais par contre, ce qui est bien important, c'est que une fois que vous avez le fonds de roulement que vous pensez ou que vous jugez avoir de besoin pour les longues sessions, il faut que vous traitez votre bankroll là, comme si c'était là, une des affaires les plus importantes dans votre vie. C'est comme un portefeuille là, en or là, que vous ne voulez pas perdre. Parce que
ce qui est bien important, c'est que quand votre bankroll est en santé, plus votre bankroll est grand, mieux vous serez équipé psychologiquement pour jouer votre meilleur poker. Faites l'exercice à un moment donné, juste pour le fun. Rentrez dans un tournoi, payez un montant X, c'est pas vraiment important. Et ayez toujours derrière la tête le fait que vous avez payé ce montant-là pour jouer et que vous espérez justement en faire un peu pour compenser ce que vous avez payé parce que finalement, ben, vous êtes un peu serré puis j'aurais pas dû m'inscrire dans le tournoi, mais je le fais pareil parce que j'espère de me faire un peu d'argent et tout ça. Honnêtement, si vous fonctionnez toujours de cette façon-là, votre bankroll ne verra jamais le jour. Vous devriez faire l'exercice de payer et de vous dissocier de l'argent carrément, quitte à être insensible à l'argent. De toute façon, ce que vous payez dans un tournoi ou dans une session, dites-vous qu'à la base, c'est perdu. Si vous regagnez ce montant-là, tant mieux, mais si vous le perdez, bien, à la base, c'était déjà perdu d'avance parce que cet argent-là, il n'était plus dans vos poches, il était ailleurs. Il était dans le pot ou dans les prix décernés aux joueurs. Donc, puis vous savez, au niveau des stratégies de retrait, là, bon, OK, c'est bien beau avoir mon bankroll, mais qu'est-ce que je peux retirer dans le bankroll et qu'est-ce que je ne peux pas retirer? Vous savez, il y a deux façons de gérer le bankroll. Il y en a qui vont gérer le bankroll et ce bankroll-là va seulement couvrir les entrées, les prix d'entrée, soit des tournois ou des sessions de cash game. Bien, il y en a d'autres qui vont prendre ce bankroll-là pour gérer l'ensemble des dépenses qui sont reliées au tournoi, c'est-à-dire déplacement, l'hébergement, la nourriture et tous les autres genres de dépenses connexes qui ont rapport au poker. La majorité des gens qui ont un bankroll vont seulement gérer les entrées, les buy-in des tournois, les prix d'entrée. Ceux qui font l'autre solution, c'est sûr que, bien évidemment, là, vos dépenses sont plus élevées. Alors, il faudrait que votre bankroll soit nettement supérieur à ce que je viens de dire, parce que là, c'est plus juste une dépense, là, c'en est plusieurs, puis ça peut coûter cher assez vite. Si je prends, par exemple, dans mon cas, le bankroll que moi j'ai, je le gère de deux façons. Si mon bankroll il est positif, donc j'ai du profit, au-delà de ce que j'ai déjà dans mon fonds de roulement, bien, si jamais je me fais des gains dans des tournois, je dépose dans mon fonds de roulement 60% de mes gains, puis je me garde 40%. Si mon bankroll est dans le négatif, donc je perds de l'argent, peu importe le montant, au moment où je commence à faire des gains dans des tournois, je dépose 80% de mon gain et je me garde 20%. Je me garde toujours entre 20 et 40%. Pourquoi? Ben parce que c'est important de se gâter une fois de temps en temps. C'est bien beau faire de l'argent puis le mettre dans le bankroll, mais l'argent est là pour aussi en profiter. Et il ne faut pas se priver. Il ne faut pas que vous vous privez de vous payer la traite une fois de temps en temps avec le montant. Donc, c'est pour ça que moi, je décide toujours de mettre un certain nombre X de pourcentage, puis le reste, ben, c'est dans mes poches, puis je fais ce que je veux avec, puis j'ai bien du fun avec ça. Donc, en gros, c'est pas mal ça. Mais il ne faut pas oublier une chose. Quand vous gérez votre bankroll, votre fonds de roulement, et là, c'est la partie la plus difficile, là, ce que je vais vous dire là, c'est que vous devez avoir une discipline de faire. C'est tellement facile de piger dans le bankroll pour dire « Bon, j'ai pas de tournoi à soir, mais j'ai une soirée de gars d'organiser, puis c'est des gars avec qui je joue au poker d'habitude, puis bon, gars, on va prendre un peu d'argent dans le bankroll, puis on va se taper une petite soirée le fun, puis tu sais. » Oubliez ça, là. Si vous voulez être sérieux dans vos démarches, oubliez cette alternative-là, parce qu'à un moment donné, ça va vous jouer des tours. C'est beaucoup plus facile de dépenser que de déposer. Alors, les dépenses que vous devez faire, calculez-les comme il faut. Soyez très strict dans votre bankroll et soyez honnête envers vous-même. Parce que la seule personne que vous pouvez tricher ou que vous allez tricher si vous le faites, c'est à vous-même. Alors, prenez-en note. Et vous savez, pour être capable de gérer efficacement un bankroll, il faut que vous mettiez aussi les chances de votre bord. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que vous essayiez d'éviter certains pièges qui pourraient vous permettre
d'affecter à long terme, sur le long terme, votre bankroll. Il y a certains pièges, en fait, il y en a 4 selon moi que vous devez absolument essayer d'éviter. Le premier, c'est d'essayer de revenir à l'équilibre. Exemple, ça fait un petit bout de temps que je joue. Colin, je suis 500 pièces dans le trou. Regarde, je vais essayer de faire des tournois, puis je vais essayer de me refaire ce 500 pièces-là. Ça, c'est la pire erreur. Votre argent est perdu, mais vous devez toujours jouer la conscience tranquille quand vous jouez. Vous devez toujours avoir l'esprit libre. Plus votre esprit va être libre, plus vous allez pouvoir prendre des décisions concises et justes sur votre game, à la table, au moment présent, avec tous les joueurs qui sont alentour. Le deuxième, c'est limiter les dégâts. Quand je dis limiter les dégâts, ça veut dire que, mettons que je reprends l'exemple du 500$. Ouais, ok, perdu 500$. Ok, m'a payé un tournoi, m'a embarqué dedans, là, mais Colin, j'ai ça, j'ai comme un mauvais feeling, ça va mal aller. Et là, la première affaire que vous faites, c'est que là, vous vous mettez sur le pilote automatique et là, vous ne jouez même pas au poker. Là, vous êtes dans le game, mais vous n'êtes pas là pantoute. Pourquoi? Parce que vous avez encore derrière la tête la dépense que vous avez faite, en sachant que ça pourrait peut-être une dépense supplémentaire que vous allez devoir amortir dans votre bankroll. Donc ça, oubliez ça. Essayez de l'éviter le plus possible. Le troisième piège, c'est l'incapacité de jouer. J'ai perdu 500$. Regarde, m'a prendre un break. J'arrête ça là. M'entendre de jouer. M'a joué dans une couple de semaines, une couple de mois à la place. M'attendre un petit bout avant de jouer. Honnêtement, que vous attendiez un petit bout que vous jouez demain matin, ça ne changera pas grand-chose. C'est juste que si vous êtes capable de faire abstraction des dépenses qui sont reliées à vos tournois, puis que vous vous concentrez sur la game, ben honnêtement, je serais plus porté à vous dire, tu as perdu 500$, ça n'a pas bien été. Si tu as la chance de jouer demain, va jouer demain. Mais si tu n'as pas la tête claire, vas-y pas. Mais si tu l'as, lâche-toi lousse. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et là, j'incite pas les joueurs à s'endetter, là. C'est pas ça que je veux dire, là. De toute façon, là, si vous perdez 500$, là, puis ça fait une couple de tournois que vous faites, vous n'avez rien, ben votre bankroll, avec le bankroll, les chiffres que je vous ai donnés tantôt, 500$, c'est pas grand-chose. Alors, vous serez en mesure de pouvoir l'amortir facilement, puis éventuellement, les jours meilleurs vont venir, puis vous êtes capable de rattraper le montant perdu sans problème. Le quatrième, c'est dépasser le seuil de la douleur. Qu'est-ce que je veux dire par là, le seuil de la douleur? C'est bien simple. Vous avez un bankroll de temps, vous jouez, ça va pas bien. Là, vous jouez, là, c'est catastrophique, vous avez des mauvais résultats, vous vous entêtez à jouer, mais il y a une différence entre s'entêter à jouer et jouer pour s'améliorer. Les gens qui jouent, parce qu'il y a du monde qui vont s'entêter à jouer, mais ils ne changeront rien dans leur jeu. Ils vont juste jouer comme ils jouent d'habitude. Puis là, ils vont se dire, comment ça, j'arrête pas de perdre, puis ça. Il y a peut-être des choses dans votre style de jeu ou dans la façon dont vous jouez que vous devez améliorer. Mais si vous ne prenez pas connaissance de cette possibilité-là de vous améliorer, il n'y a pas grand chance que le bankroll puisse respirer un peu et voir un peu des meilleurs jours puis de sortir un peu la tête de l'eau. Donc, le seuil de la douleur, là, c'est quand vous avez dépensé votre bankroll et que là, vous continuez quand même à jouer et que le dépense embarque dans vos dépenses personnelles. Et là, ça l'affecte vos paiements de factures, les ci, les ça, tout ce qui a rapport aux dépenses personnelles, les engagements financiers que vous avez dans votre vie. Là, c'est dépasser le seuil de la douleur. Là, c'est être masochiste. J'espère que vous n'êtes pas rendu là. J'espère qu'il n'y a personne qui m'écoute qui s'est déjà rendu là parce que c'est un cercle vicieux et là, on tombe dans le jeu pathologique. Et il y a tellement de ressources maintenant qui sont disponibles pour les joueurs qui ont des problèmes pathologiques que c'est possible de s'en sortir et puis c'est possible de mettre un frein le plus tôt possible avant que la catastrophe arrive. Quand vous avez une lumière rouge en arrière de la tête qui s'allume, prenez le temps de la regarder et essayez de savoir pourquoi. Si jamais vous vous en rendez pas compte, j'espère qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui est assez éclairé pour elle la voir et vous avertir. Dire, hey, prends un break, là, prends un step back, là, recule un peu, regarde la vue d'ensemble et ajuste-toi. Parce que là, ça va pas bien, puis ça peut empirer. OK? Donc, si vous êtes capable d'éviter ces 4 pièges-là, ben à ce moment-là, vous pouvez prendre la possibilité de perdre du temps dans ces 4 pièges-là pour vous concentrer
toute votre énergie sur 2 points super importants. D'un, améliorer votre jeu. J'en ai parlé tantôt. Revenir, si vous avez une mauvaise passe, là, c'est pas malsain, c'est pas mal vu de revenir à la base. De repenser à ce qui est, comment je pourrais dire ça? De repenser à ce qui vous a donné la chance d'avoir un certain succès au début. Il y a des jeux, là, moi, si je regarde là, dans le passé, là, les premiers jeux que j'ai faits, là, Seigneur, c'était catastrophique. Aujourd'hui, je ne ferai plus jamais ça. Mais j'ai pris la peine à ce moment-là, à cette époque-là, de m'asseoir et de me faire une prise de conscience. OK, tel tournoi, ça a bien été. Pourquoi ça a bien été? Tel autre tournoi, ça n'a pas bien été. Pourquoi? Ah oui, telle main avec tel joueur, je m'en rappelle, il s'est passé telle affaire, j'ai perdu du temps parce que. Prenez des notes. Vous savez, il y a différentes façons de prendre des notes. Vous pouvez prendre des notes sur papier, vous pouvez prendre des notes avec un dictaphone. Les téléphones intelligents, ils ont tous des dictaphones. Au break, là, quand la pause arrive, là, vous avez connu une mauvaise passe dans le tournoi, prenez la peine de vous lever, d'aller prendre de l'air dehors ou de vous promener. Enregistrez-vous et parlez de la main que vous avez perdue et pourquoi vous l'avez perdue. Puis qu'est-ce que vous pensez que vous auriez pu faire de mieux à ce moment-là. Parce que le poker, là, c'est pas... Et là, je parle pour les joueurs qui veulent jouer sérieusement, là. Si vous pensez 2 secondes que le poker, ça se fait tout seul, il y a un travail immense à faire au poker pour s'améliorer. Et je vous le dis tout de suite, vous n'aurez jamais la vérité infuse pour le reste de vos jours, parce qu'à tous les jours, on apprend sur le poker. Parce qu'on ne joue jamais avec les mêmes personnes, et jamais les mêmes contextes. Et vous le savez de toute façon, il y en a parmi vous qui jouent depuis des lunes, alors vous savez de quoi je parle. Mais pour avoir... excusez-moi, j'allais oublier le deuxième point. Le premier, c'est améliorer votre jeu. Mais le deuxième, c'est éviter à tout prix le tilt. C'est quoi le tilt? Il y en a qui en parlent, là, puis il y en a pour certains, c'est du chinois. C'est quoi le tilt? Que ça mange, ça, cette affaire-là, en hiver? C'est quoi? C'est quoi un tilt? Ben, c'est simple. C'est une condition psychologique ou physique qui vous empêche de jouer selon vos capacités. Donc, qui, indirectement, vous fait jouer moins bien que ce que vous pouviez jouer ou que vous pouvez jouer. En gros, c'est ça. Et là, le tilt, j'embarquerai pas trop dans le sujet parce que ça va être un sujet que je vais parler éventuellement dans une autre émission et je vais en parler en détail. C'est quoi les types de tilt? Dans quel moment on est tilté? Comment reconnaître un tilt? Comment faire pour régler le tilt et être capable à ce moment-là de reprendre le dessus sur le tournoi? Donc c'est ça. Évitez à tout prix le tilt. Mais si vous voulez maximiser vos chances de rendement, et vous devez avoir 7 bonnes attitudes, il y en a 7 selon moi, là. Il y en a 7 qui sont primordiales. Et si vous êtes d'accord avec ça, tant mieux. Si vous en avez d'autres, ben tant mieux, appliquez-le. Ça peut vous servir. La première, c'est de comprendre et accepter la réalité du poker. Des fois, vous gagnez, des fois, vous perdez. Ça fait partie de la game. Peu importe ce que vous gagnez et peu importe ce que vous perdez, dites-vous que si ça arrive, ça arrive. Vous pouvez rien changer là-dessus et vous devez à ce moment-là passer à autre chose le plus vite possible et mettre ça derrière vous. Jouez sur le long terme aussi. Quand vous jouez un tournoi de poker, imaginez-vous pas juste jouer cette game-là, mais essayez de voir un peu plus loin vers où ce tournoi-là peut m'amener. Où je peux me diriger en jouant ce tournoi-là, où je peux me situer dans le futur en jouant ce genre de tournoi-là ou ce genre de session de cash game-là. Donc, il faut toujours voir un peu plus loin que le bout de son nez. Prioriser la prise de décision plutôt que l'appât du gain. Et ça, je sais que c'est difficile, il y a tellement de monde qui ont de la difficulté de ça. C'est facile de faire de l'argent. Le monde, là, aujourd'hui, on vit dans une société où la consommation est ultra rapide. Et là, je parle à tous les niveaux, tant au niveau de la bouffe, des consommations de biens matériels que des relations interpersonnelles. L'argent fait partie d'un... On vient gaga quand il y a de l'argent. Hein? On vient tout gaga. Moi, j'en veux, puis j'en veux là, j'en veux tout de suite. Sachez que si vous priorisez la prise de décision avant de prioriser l'appât du gain, je vous le dis tout de suite, c'est sûr que les gains vont venir. Et ils vont venir peut-être plus vite que vous pensez. Plus vite que si vous faisiez le contraire. Parce que si vous vous concentrez dans votre game et vous savez qu'au bout du tunnel, il y a quand même une lumière intéressante, ben il faut prendre des décisions pour se rendre à cette lumière-là. Si vous voulez tout de suite passer par le champ puis aller directement en ligne droite, ben peut-être qu'il y a une crevasse qui vous attend et vous allez planter solide. Alors, s'il vous plaît,
concentrez-vous sur la prise de décision plutôt que l'appât du gain. Je vous le dis, ça va faire une grosse différence dans votre jeu. Désensibilisez-vous de l'argent aussi. J'en parlais tantôt. Et quand je dis de l'argent, c'est pas nécessairement l'argent que vous avez payé de votre poche, mais c'est aussi l'argent fictif que vous avez devant vous. Les jetons que vous avez devant vous, là. Tu sais, la fameuse expression « Ah ouais, il a poussé all-in », de toute façon, il n'était pas de committed. Pas de committed, ça veut dire que il était en tout cas, le pot, il restait plus grand-chose, puis il restait moins ce qu'il y avait dans le pot, puis de toute façon, ça servait à rien d'aller plus loin. C'est comme une forme d'abandon, parce que la personne dit « Bon, j'en ai tellement mis, gars, je vais mettre le reste, parce que là, j'en ai trop mis dans le pot, puis bon, c'est ça. » S'il vous plaît, de grâce, ne faites jamais ça. L'argent, à chaque fois que vous mettez un jeton au milieu de la table, c'est un jeton qui est perdu. C'est plus à vous. Ça appartient au pote. Et le pote va aller selon le joueur qui a le mieux joué ou qui a eu la meilleure main. C'est ça un pote. Alors, si jamais vous êtes tilté, puis que vous avez tellement mis de jetons, puis vous dites « Colin, je peux pas perdre cette main-là. Ah, fuck off, j'y vais, je mets tout. » Ben, prenez le temps de réfléchir avant de faire ce move-là. Parce que des fois, un fold peut faire toute une différence. Il y a un point que j'ai mis en rouge dans mes notes, et ça, c'est tellement vrai, c'est laisser votre ego à la porte. Quand vous faites un tournoi de poker, c'est pas une compétition d'ego. Les compétitions d'ego, si vous voulez en faire, il y a différentes façons de le faire. Entre autres, il y a des tournois, pas des tournois, mais il y a des shows de culturisme. Tu sais, je veux dire, ça, c'est des shows d'ego solides. Et là, je ne dénigre pas les compétitions de culturisme, là. Ça n'a rien à voir. Mais j'espère juste que vous comprenez l'image. Le poker, c'est pas une compétition d'attitude. C'est pas une compétition de coq. Moi, je suis plus fort que toi, puis je vais te planter quand je vais avoir la chance, puis ci, puis ça. Il y en a qui ont cette attitude-là à la table. Moi, ça me fait rire parce que pour moi, c'est du divertissement. Et c'est plate pour les autres, là, mais j'utilise souvent ça à leur désavantage. Et c'est moi qui en tire profit. Donc, faites pas plaisir à un joueur qui est moindrement expérimenté puis qui est capable de faire la part des choses, parce qu'il va être capable de sauter sur l'occasion puis sauter là-dessus à pieds joints jusqu'à temps que vous vous renfoncez à la fin, là, en bas de la chaise. Là. Et ça sert à rien. L'ego, ça sert à rien. C'est pas ça qui va vous faire gagner au poker. Et c'est certainement ça qui peut vous faire perdre, par exemple. Un autre point aussi, évacuer toute émotion de vos décisions. Quand vous devez prendre une décision bien importante, il y a 3 personnes qui sont all-in, vous avez une grosse main dans les mains, pre-flop, il y a un enjeu majeur sur les bourses. Prenez la peine de prendre un recul puis de réfléchir à ce qui se passe. Et enlevez toutes les émotions qui sont rattachées à ça, soit par des discussions que vous avez eues avec des échanges que vous avez avec un des joueurs qui est allé all-in justement. Vous avez un esprit de vengeance, vous dites, moi le sortir, peu importe. Prenez une pause, respirez 2 secondes, au pire, allez, fermez-vous les yeux, puis dites, OK, dans la situation actuelle, quelle est la meilleure décision que je peux prendre pour que je puisse aller le plus loin possible dans le tournoi? Il y a trop de gens qui font des calls automatiques sans réfléchir. D'ailleurs, je l'avoue, moi-même, je peux le faire des fois, et c'est difficile de dire, OK, je me recule, qu'est-ce qui se passe devant moi? Qu'est-ce que j'ai dans mes mains et qu'est-ce qui peut me rapporter le plus? Folder, parce qu'un fold, là, ça peut être très profitable. Même si vous avez perdu de l'argent dans le pot, je vous le dis, quand vous foldez une main, des fois, là, c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire. Il ne faut pas avoir honte de le faire non plus. Même si vous avez une paire d'as, même si vous avez une paire de rois. Moi, j'ai déjà foldé une paire d'as pre-flop parce qu'il y avait 4 all-in. Et je me sentais pas mal de le faire non plus. Et le dernier point, concentrez-vous à un processus continu d'analyse et d'amélioration de jeu. Analysez sans cesse votre jeu. Il faut toujours être à l'affût. Il faut toujours être capable de décortiquer tous les détails qui ont fait en sorte que, pour une raison ou pour une autre, soit que vous avez été gagnant ou vous avez été perdant. Mais dans les deux cas, il y a des facteurs qui ont fait en sorte que ça a fonctionné ou pas. Alors, essayez d'analyser tout ça. Quand vous sortez d'un tournoi ou d'une session de cash game, au lieu de passer à autre chose, prenez la peine d'analyser tout ce que vous avez vu. Même si c'était frustrant. Des fois, c'est plate, là, mais de voir la réalité en pleine face, ça fait du bien. Donc, c'est ça. C'est le dernier point que j'avais à parler. Donc, vous savez, la discipline, là, c'est le meilleur moyen de connaître du succès au poker. C'est pas un miracle. C'est pas une formule miracle. Soyez discipliné et soyez patient.
Si vous êtes un joueur discipliné à une table et discipliné envers votre fond de roulement, en toute franchise, je ne vois aucune raison pour que vous soyez déficitaire à ce moment-là. C'est juste ça. Discipline dans les deux sens, et sur la table et dans votre bankroll. Donc là-dessus, je vous souhaite de passer un bon poker. Prenez soin de vous, mais surtout, prenez soin de votre portefeuille. Salut! Cette émission était une présentation de princepoker.com.